Le silence était pesant, lourd, un peu comme la couverture de velours qu'on m'avait mise sur les épaules dans l'avion. Mais là, dans ce salon première classe du Terminal 2E à Roissy-CDG, le silence était d'or, parfumé d'espresso coûteux et d'une indifférence assumée. Mon scotch double on the rocks scintillait, un trophée liquide dans ma main. Victoire. C'était ça l'odeur. Le parfum âcre et doux de la victoire. J'ai jeté un coup d'œil furtif à mon reflet dans la vitre sombre donnant sur le tarmac. 46 ans, les tempes un peu argentées, une mâchoire sculptée par les coachs sportifs et ce costume sur mesure qui criait PDG à chaque couture. Impeccable, quoi. Mais Julian Sterling, l'homme qui avait tout réussi. Richie, arrête de regarder les avions et regarde-moi, a choigné une voix derrière moi, un filet aigu qui a brisé ma contemplation. Sophie. Elle était avachie dans un fauteuil en cuir, le nez plongé dans son téléphone, les doigts tapotant son écran. 24 ans, blonde platine, et cette bague au doigt qui avait coûté plus cher que ma première maison. Elle, c'était de la prime, la mise à jour. La version 2.0. J'ai souri, un sourire qui ne devait pas atteindre mes yeux. Je savoure, ma belle, on est enfin libre. Le divorce est prononcé ce matin même. Et la somme pour son dédommagement a été transférée. C'est fait, fini. Sophie a gloussé, sirotant son mimosa. Je n'arrive toujours pas à croire qu'elle n'ait pas voulu de la villa au Cap-Ferret ou des voitures. Elle est stupide ou quoi? Stupide? Non, pas stupide, j'ai répliqué, en croisant les jambes, l'amusement teinté d'une pointe de mépris. Marie n'avait jamais été stupide, juste soumise, résignée. Elle était comme ça, toujours discrète, obéissante. Mais elle savait qu'elle ne pourrait jamais gagner contre mon équipe d'avocats. Maître Pierre Duval, c'est le meilleur requin de Paris. Il l'avait terrifiée. J'ai pris une gorgée satisfaite de mon scotch. Ces derniers mois, c'était un film, un scénario que je me rejouais en boucle. La scène où je lui avais présenté les papiers, celle où je lui avais avoué l'affaire avec Sophie. Je m'attendais à des cris, à des vases lancés, peut-être une supplication pour des séances de thérapie de couple. Mais non. Marie avait juste levé les yeux vers moi. Son visage était indéchiffrable. Pâle, oui, et fade, terriblement ennuyeux. « Tu es sûr que c'est que tu veux, Julien? » Elle avait juste demandé ça, d'une voix neutre. Quand j'ai dit oui, elle a joint les mains et a tout accepté. Pas de pension alimentaire après les 2 ans obligatoires, aucune contestation, juste une rupture nette, sans vague. Facile. Trop facile peut-être? Non, elle était juste vaincue. C'était évident. Elle devait retourner dans son petit trou, dans son village d'Auvergne, d'où elle venait, une orpheline sans le sou, sans personne. Je me suis esclaffé à cette pensée. Et nous, on partait pour Londres, puis les Maldives. Première classe, bébé. Vol British Airways 17. Mais je voulais le siège 1A, a maugréé Sophie, vérifiant sa carte d'embarquement. Tu avais dit que tu me l'aurais. Je suis en 2K. J'ai essayé, chérie. Quelqu'un a réservé le 1A et le 1K il y a des mois. Vibe ou quelque chose comme ça. Mais ne t'inquiète pas, le 2K est tout aussi bien. Tu peux quand même voir l'écran. L'hôtesse du salon, une femme que j'avais déjà réprimandée 2 fois pour la lenteur de son service de cacahuètes, s'est approchée. Monsieur Sterling, l'embarquement pour la cabine première classe est imminent. Il était temps, j'ai grommelé en me levant. J'ai attrapé ma valise cabine. Viens, Sophie, allons commencer le reste de notre vie. Nous avons traversé la passerelle avec l'assurance de ceux qui possèdent le monde. Je me sentais invincible. Ma boîte de logistique tech, Sterling Freight Solutions, était sur le point de conclure un énorme contrat avec un conglomérat européen. J'avais largué le poids mort de ma femme de 20 ans. J'avais mon trophée. J'ai pénétré dans l'avion, tournant à gauche dans le sanctuaire exclusif de la cabine première.
C'était intime avec seulement quelques suites. Oh, la vache! A chuchoté Sophie, sortant aussitôt son téléphone pour une story Instagram. Rishi, regarde la taille de l'écran. J'ai esquissé un sourire en lançant ma veste à un steward sans le regarder. Je t'avais dit, rien que le meilleur. Je me suis installé à mon siège, le 2A. J'aimais être au deuxième rang, ça me donnait une vue sur toute la cabine. J'ai regardé en face, Sophie s'installant dans 2 quarts, puis j'ai porté mon regard vers l'avant. Le panneau de séparation de la suite 1-1, le siège de prestige que j'avais essayé d'acheter pour Sophie, était baissé. L'occupante était déjà assise, le dos tourné vers moi, regardant par le hublot. Tout ce que je pouvais distinguer était une main fine tenant un verre de Krug millésimé. Au poignet, une montre. J'ai gelé. Je suis un amateur de montres. Je connaissais les garde-temps. Je portais une Rolex Daytona dont j'étais très fier. Mais la montre au poignet du siège 1A était différente. C'était une Patek Philippe Nautilus, spécifiquement le modèle 5711 au cadran bleu Tiffany. Une montre à 6 millions d'euros. Qui était assis là? Mon estomac s'est serré d'une pointe de jalousie. Un prince saoudien? Un milliardaire de la tech? La silhouette en 1A s'est légèrement tournée pour poser le verre de champagne sur la petite table latérale. Les lumières de la cabine ont changé, illuminant le profil. Des cheveux sombres, coupés en un carré net, coûteux. Des pommettes hautes qui captaient la lumière. Un blazer en cachemire crème qui semblait plus doux qu'un nuage. J'ai cligné des yeux. Le sang a quitté mon visage, me laissant froid et pris de vertige. La femme du siège 1A est tournée davantage la tête, parcourant la cabine avec un air d'ennui absolu. Ses yeux se sont posés sur les miens. Ils étaient froids, gris et d'une familiarité glaçante. C'était Marie. Ma bouche s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. C'était comme ces cauchemars où l'on essaye de crier, mais les poumons sont remplis de coton. Marie, mon ex-femme, la femme dont j'avais divorcé légalement il y a moins de 24 heures, la femme que je venais de décrire comme vaincue et fauchée. Elle n'avait pas l'air fauchée. La Marie que je connaissais portait des gilets pratiques des supermarchés et se souciait du budget course. Elle conduisait une Volvo de 3 ans. Elle coupait les coupons de réduction. Cette femme-là donnait l'impression de posséder la compagnie aérienne elle-même. Marie a soutenu mon regard pendant une seconde. Elle n'a pas sursauté. Elle n'a pas fulminé. Elle a simplement levé un sourcil parfaitement épilé, comme si elle était surprise de trouver une mouche sur son pare-brise, puis s'est tournée vers son hublot. « Rishi, qu'est-ce qui ne va pas? » a appelé Sophie d'en face. « Tu as l'air d'avoir vu un fantôme. » J'ai défait ma ceinture à la hâte. Je devais halluciner. Peut-être que le stress de l'affaire me jouait des tours. Je me suis levé, ignorant le signal de la ceinture attachée qui venait de retentir. J'ai marché les 3 pas qui me séparaient de l'avant de la cabine. « Marie », ai-je sifflé. La femme en 1-1 a levé les yeux d'un document relié en cuir qu'elle lisait. De près, la transformation était encore plus frappante. Sa peau était lumineuse. Les bijoux qu'elle portait, de simples puces de diamants et une chaîne en platine, chuchotaient de la richesse plutôt que de la crier comme le roc ostentatoire de Sophie. « Bonjour, Julien », a-t-elle dit. Sa voix était douce, dénuée de la nervosité que je lui connaissais. « Tu bloques le couloir. »« Quoi? Qu'est-ce que tu fais là? » J'ai balbutié, agrippant le côté de sa suite. « C'est la première classe. Un billet coûte 12 000 euros. Je suis consciente du prix, Julien, » a-t-elle dit, tournant une page de son document. « Je vole vers Londres, comme toi, j'imagine, bien que tes raisons soient purement récréatives. Comment as-tu pu te payer ça? » La voix s'est élevée, attirant l'attention du steward. « Je sais ce que je t'ai donné pour le règlement. C'était des clopinettes. Tu as dépensé toute ta pension alimentaire sur un seul vol? Tu me suis? » Marie a finalement fermé son dossier. Elle m'a regardé avec une expression de légère pitié. « Monsieur », le steward, un homme grand nommé David, est intervenu aussitôt. Son ton était ferme.
Veuillez regagner votre siège. Nous nous préparons pour le repoussage. Non, attendez, c'est mon ex-femme, ai-je dit, gesticulant sauvagement. Elle me harcèle. David a regardé Marie. Son attitude a instantanément changé, passant de la fermeté à un profond respect. Mademoiselle Sinclair, ces messieurs vous importunent-ils? Mademoiselle Sinclair, le nom de jeune fille de Marie. C'est bon, David, a dit Marie, offrant au steward un sourire chaleureux, un sourire que je n'avais pas vu depuis des années. Monsieur Sterling est juste confus. C'est souvent le cas. Veuillez lui apporter de l'eau. Il a l'air fiévreux. Elle a ajouté, sa voix se faisant glaciale. Assieds-toi, Julien, avant de te ridiculiser plus que tu ne l'as déjà fait. J'ai reculé. Je me suis effondré dans le siège 2A, le cœur battant la chamade contre mes côtes. Mademoiselle Sinclair, des souvenirs flous m'ont assailli. J'ai revu le jour où j'ai rencontré Marie, il y a 22 ans. C'était une aide-bibliothécaire tranquille à l'université de Rennes. Moi, j'étais l'étudiant en commerce ambitieux. Elle était orpheline, m'avait-elle dit. Pas de famille, pas d'argent. J'avais aimé ça. J'aimais être le sauveur. J'aimais qu'elle dépende de moi pour tout. Pendant 2 décennies, j'avais contrôlé les finances, les décisions, sa vie. Avais-je raté quelque chose? J'ai repensé au tribunal le mois dernier. La cour était silencieuse lorsque le juge Antoine Lambert, des affaires familiales de Paris, a pris la parole. Les néons bourdonnaient. « Madame Sterling », avait-il demandé, regardant par-dessus ses lunettes. J'ai examiné l'accord de règlement proposé par le conseil de M. Sterling. Je dois vérifier. Vous êtes consciente que vous renoncez à votre droit à une pension alimentaire après 2 ans. Vous renoncez à votre réclamation sur le domicile conjugal et vous renoncez à tout intérêt dans Sterling Freight Solutions. J'avais retenu mon souffle. Mon avocat, Pierre, avait murmuré « Elle va craquer, regarde ». Marie s'était levée. Elle portait un costume gris, légèrement trop grand pour elle. Elle avait l'air petite. « Je suis consciente, votre honneur », avait-elle dit doucement. « Et vous n'avez aucune objection ?» avait insisté le juge. « C'est un écart significatif par rapport à la distribution équitable standard. » Marie avait fait une pause. Elle m'avait regardé. Pendant une fraction de seconde, j'avais cru voir quelque chose dans ses yeux. Pas de la peur, mais de la calcul. Mais cela avait disparu si vite que j'avais cru l'avoir imaginé. « Je n'ai aucune objection, votre honneur, » avait-elle dit. « Je veux juste que ce soit terminé. Je veux ma liberté. Et je veux reprendre mon nom de jeune fille, Sinclair. » « Très bien. » Le juge Lambert avait frappé son marteau. Ainsi ordonné. Fin du flashback. J'ai fixé le dossier du siège de Marie. Elle avait si bien joué la victime. « Richie, pourquoi? » a sifflé Sophie. « C'est qui, ça? Pourquoi tu lui parlais? » Je me suis penché au-dessus du couloir. « C'est Marie. » Les yeux de Sophie se sont écarquillés. « Ton ex-femme, la ringarde. » Elle s'est levée légèrement pour jeter un coup d'œil par-dessus le séparateur. « C'est elle? Pourquoi elle porte du Chanel? » « Je ne sais pas, » j'ai grogné, « mais je vais découvrir. » L'avion a tangué lorsque le tracteur nous a repoussés de la porte. La vidéo de sécurité a commencé à défiler. Je n'arrivais pas à me concentrer. J'ai vu David le steward passer devant moi et Sophie pour s'accroupir près du siège de Marie. « Mademoiselle Sinclair, » a dit David, sa voix basse mais audible dans la cabine tranquille. Le commandant Leblanc m'a demandé de vous informer personnellement que nous avons un créneau de vol sans heurts. Nous devrions atterrir à Heathrow 30 minutes en avance. Et il tenait à vous remercier pour le panier que vous avez envoyé à l'équipage. « C'est charmant, David. Remerciez le commandant Leblanc pour moi, » a répondu Marie. J'ai serré mes accoudoirs. Le commandant? Pourquoi le commandant envoyait-il des messages personnels à mon ex-femme? Alors que l'avion roulait vers la piste, mon téléphone a vibré. J'avais oublié de le mettre en mode avion. C'était un email de mon avocat, Pierre. Objet. Urgent. Discrépance dans la découverte.
Julien, je viens de finaliser les derniers scellés sur les papiers de divorce et nous avons reçu un signalement étrange du fisc concernant le transfert de responsabilité fiscale. Il semblerait que le numéro de sécurité sociale de Marie soit signalé. Non pas pour une dette, mais pour une société holding. Je suis en train de vérifier. Probablement un bug. Profite bien de Londres. J'ai dégluti difficilement. Les moteurs ont rugi, me pressant contre mon siège. Alors que l'avion décollait, laissant Paris derrière nous, j'ai eu la sensation désagréable de ne pas avoir échappé à mon passé. Je m'étais juste enfermé dans un tube métallique avec lui. Et Marie Sinclair me regardait déjà de haut, à 10 000 mètres. Le signal de la ceinture s'est éteint avec un doux carillon poli, mais la tension dans la cabine restait tendue comme une corde de piano. Je suis resté rigide en 2A, un verre d'eau tiède, tremblant légèrement dans ma main. Je n'avais pas bu une gorgée. Mes yeux étaient fixés sur la mince fente entre la paroi de la cabine et le séparateur d'intimité du siège 1A. J'attendais un mouvement, une main, un reflet, n'importe quoi. Richie, je m'ennuie, ageint Sophie d'en face. Elle avait retiré ses talons et reposait ses pieds nus sur le pouf, remuant ses orteils. Le Wi-Fi ne se connecte pas assez vite. Je dois poster la vidéo du décollage. Donne-lui 1 minute, Sophie. Ai-je marmonné sans la regarder. Tu es obsédée, a-t-elle soufflé, saisissant le menu de bord. Ignore-la. Elle gaspille probablement toutes ses économies pour te rendre jaloux. C'est triste, en fait. Oh, regarde. Ils ont du caviar aux étras. Je veux ça. Je me suis enfin tourné pour regarder ma nouvelle femme, sous la lumière crue de lecture. Son maquillage était un peu trop épais, son expression un peu trop vide. Pendant 20 ans, j'avais reproché à Marie d'être trop sérieuse, trop concentrée sur les livres et le jardinage, trop ennuyeuse. J'avais eu soif d'excitation. J'avais eu soif de jeunesse. Maintenant, en regardant Sophie bouder à cause d'une connexion Wi-Fi, alors que toute ma réalité se fracturait, j'ai ressenti une brusque et vive irritation. « Commande ce que tu veux », ai-je dit, me tournant à nouveau vers le hublot. Le service a commencé. C'était une danse chorégraphiée de luxe. David le steward se déplaçait avec la grâce d'un majordome dans un manoir victorien. Il a poussé le chariot drapé de lin dans l'allée. J'ai regardé attentivement. Je m'attendais à ce que David serve Sophie en premier. Elle était en 2K et d'habitude ils allaient sur le côté droit, mais David s'est arrêté en 1-1. Mademoiselle Sinclair, la voix de David était feutrée, intime. J'ai pris la liberté de décanter le Bordeaux 2005 que vous appréciez. Il respire depuis 20 minutes. Merci, David. La voix de Marie a flotté jusqu'à moi. Elle était différente de celle dont je me souvenais. Elle manquait d'hésitation, de l'excuse qui colorait autrefois son ton. C'était la voix de quelqu'un qui s'attendait à ce que le monde se plie à ses préférences. Et je vais sauter le service de caviar aujourd'hui. Juste le homard thermidor, s'il vous plaît. Léger sur la sauce, bien sûr. Et pour le dessert, le fondant au chocolat. Non, juste une tisane à l'amande. J'ai du travail à revoir. Ma mâchoire s'est crispée. Le Bordeaux 2005 qu'elle appréciait. Marie ne buvait pas de vin rouge. Elle buvait du Pinot Grigio en promotion au supermarché. Elle se plaignait quand j'achetais des bouteilles à plus de 20 €. Depuis quand avait-elle une préférence pour des millésimes qui coûtaient 400 € la bouteille? David a terminé avec Marie et est massé au rang 2. Le changement dans son comportement était subtil mais brutal. La chaleur s'était évaporée. Il est devenu efficace, professionnel et froid. Monsieur Sterling, Madame Sterling, dîner. Je veux le caviar, a annoncé Sophie sans lever les yeux de son téléphone. Et apportez-moi un Coca Zéro avec du citron, 3 citrons. Certainement, a dit David. Il a posé un plateau. Et pour vous, monsieur? J'aurai le steak, ai-je grogné. Je me suis penché, baissant la voix. Dis David, c'est... David a marqué une pause, rencontrant mon regard. Oui, monsieur? Cette femme en 1A, Mademoiselle Sinclair, elle a déjà voyagé avec vous?
Le visage de David était un masque d'indifférence professionnelle. Nous valorisons la vie privée de tous nos passagers, Monsieur Sterling. Je demande juste, ai-je insisté, affichant un sourire qui fonctionnait habituellement dans les salles de conseil. C'est mon ex-femme. Je suis juste surpris de la voir vivre si somptueusement. Elle a gagné au loto ou quelque chose comme ça. David n'a pas souri en retour. Il n'a même pas cligné des yeux. Je ne saurais vous dire, monsieur. Savourez votre steak. Il s'est éloigné. J'ai planté ma fourchette dans la viande. Elle était tendre, parfaitement cuite, mais elle avait le goût de cendre dans ma bouche. J'ai regardé Sophie. Elle prenait un selfie avec une cuillerée de caviar, faisant la moue. Lavienne Rose, H première classe H caviar. Elle ajouterait ça en légende. Une vague de nausée m'a submergé. J'ai regardé à nouveau vers l'avant. Le séparateur de Marie était toujours baissé. Par l'espace, je l'ai vu soulever le gobelet de cristal de vin rouge sombre. Elle l'a doucement fait tourner, inspectant les larmes sur le verre, puis a pris une gorgée. Elle n'a pas avalé à grande gorgée. Elle n'a pas grimacé. Elle l'a savouré avec l'aisance d'une connaisseuse. Puis je l'ai vue prendre son téléphone. Elle a composé un numéro. J'ai tendu l'oreille. La cabine était silencieuse, juste le bourdonnement des moteurs et le cliquetis de la cuillère de Sophie. « Henri, c'est Marie, » a-t-elle dit. J'ai gelé. « Henri? »« Oui, je suis en route, » a-t-elle poursuivi, sa voix basculant sans effort vers un allemand fluide, rapide. « Oui, j'ai vu les dossiers. C'est inacceptable. Dites-leur que je ferai capoter l'accord si les chiffres ne sont pas corrigés d'ici demain matin. » Mon allemand était rouillé, limité aux phrases d'affaires que j'avais apprises pour la réunion à l'ombre, mais j'ai compris accord et inacceptable. Marie ne parlait pas allemand. Marie n'avait jamais quitté la France, sauf pour notre lune de miel à Punta Cana. Elle avait été bibliothécaire. Elle organisait des ventes de gâteaux de charité. Qui était cette femme? Elle a ri doucement au téléphone. « Ne t'inquiète pas, Henri, je m'occuperai du conseil. Ils savent qu'il ne faut pas me contredire là-dessus. Ayez juste la voiture prête à Heathrow. La Phantom, s'il vous plaît. J'ai mal à la tête et je veux du calme. » Elle a raccroché. Je me suis adossé, le cœur battant à un rythme frénétique contre mes côtes. La Phantom, Rolls-Royce. Le conseil d'administration. J'ai regardé mon propre itinéraire. J'avais réservé un Uber Black pour nous conduire à l'hôtel. Je pensais que je me faisais plaisir. Une sueur froide m'a parcouru le front. Je n'étais pas juste assis derrière mon ex-femme. J'étais assis derrière une étrangère qui portait le visage de mon ex-femme. Une étrangère qui commandait le respect des équipages de vol et qui commandait des Rolls-Royce en allemand courant. Je devais savoir. Je ne pouvais pas attendre Londres. Là, il faut que je fasse une pause, parce que c'est le genre de situation où normalement ton cerveau s'arrête. Je veux dire, on parle de Marie, ma Marie, la femme qui stressait à l'idée d'aller chez le dentiste, qui paniquait au moindre petit voyage. Et là, elle est là, plus élégante que jamais, parlant allemand, donnant des ordres à ce Henri comme si elle était reine d'un empire. Je ne sais pas si c'était le choc, l'altitude, ou si mon cerveau tentait désespérément de reconstruire une logique qui n'existait plus. Mais une partie de moi, cette part un peu lâche, se demandait si j'avais juste rêvé les 20 dernières années. Est-ce que les gens pouvaient changer à ce point? Est-ce qu'on pouvait être aveugle au point de ne rien voir? J'avais l'impression d'être dans un de ces films où le héros découvre qu'il est le seul à ne pas avoir compris ce qui se passait. Absurde. C'était tellement absurde que c'en devenait terrifiant. Aucune de mes certitudes n'était solide. Tout vacillait. Mais je devais savoir. Je ne pouvais pas laisser ça comme ça. Impossible. Retour à cette maudite cabine. Le dîner a été débarrassé. Les lumières de la cabine ont été tamisées d'un indigo apaisant pour la partie nocturne du vol. La plupart des passagers ont incliné leur siège pour le transformer en lit. Sophie dormait déjà, la bouche légèrement ouverte, un masque de sommeil, reine de la sieste, tiré sur ses yeux.
Je ne pouvais pas dormir. Le scotch et l'anxiété se livraient bataille dans mon estomac. Je devais aller aux toilettes. C'était mon excuse. J'ai défait ma ceinture et je me suis levé. Le sol était moquetté et doux. Je suis passé devant Sophie, devant la cuisine de bar où David polissait des verres. David m'a observé mais n'a rien dit. J'ai marché vers l'avant de la cabine, vers les toilettes situées juste après le premier rang. En passant devant le siège 1A, j'ai ralenti. Je ne pouvais pas m'en empêcher. J'ai regardé. Marie ne dormait pas. Elle était éveillée, la lueur chaude d'un écran d'ordinateur portable illuminant son visage. Elle avait mis des lunettes de lecture, des montures en écaille chair que je n'avais jamais vues auparavant. Ses doigts volaient sur le clavier. J'ai fait une pause, faisant semblant de me stabiliser contre la paroi, alors que l'avion traversait une légère zone de turbulence. J'ai penché la tête pour voir l'écran. C'était un tableau, un modèle financier énorme, complexe. J'ai plissé les yeux. Je connaissais les feuilles de calcul. Je vivais avec elles. C'était une projection de fusion et acquisition. J'ai scanné les colonnes. Actifs, passifs, revenus prévus pour le T3. Puis j'ai vu l'entête en haut du document. Projet Vulcan, Sybil Sterling, Freight Solutions, acheteur Omnicorp. J'ai senti l'air quitter mes poumons. Sterling Freight Solutions, c'était ma société. Omnicorp, c'était l'énorme conglomérat nébuleux que j'allais rencontrer à Londres. J'espérais leur vendre une participation de 20% pour sauver ma trésorerie. J'étais désespéré de leur investissement. Pourquoi Marie examinait-elle un audit interne confidentiel de ma société sur un en-tête Omnicorp? « Tu respires sur moi, Julien, » a dit Marie. Elle n'a pas levé les yeux. Ses doigts dans le bois n'ont pas cessé de taper. J'ai reculé comme si j'avais été brûlé. J'allais juste aux toilettes. Marie a finalement cessé de taper. Elle a lentement retiré ses lunettes et a tourné son fauteuil pivotant pour me faire face. Son expression était calme, terrifiante de sérénité. « Tu espionnais », m'a-t-elle corrigé. « Tu as toujours été très mauvaise à ça. Tu respires par la bouche quand tu es nerveux. Pourquoi as-tu les données de ma société ?» ai-je chuchoté, ma voix tremblante d'un mélange de rage et de peur. « Ce sont des informations confidentielles. Tu as piraté mon ordinateur portable? Je peux te faire arrêter. Confidentiel? » Marie a laissé échapper un court rire sec. « Julien, ce document ne vient pas de ton ordinateur portable. Il vient du rapport de due diligence que tu as envoyé à Omnicorp la semaine dernière. » Comment? Comment l'as-tu? Parce que, Julien. Marie s'est penchée en avant, la lumière indigo projetant des ombres sur ses pommettes, la faisant ressembler à une belle et dangereuse statue. Quand tu soumets une proposition à Omnicorp, elle passe devant le conseil d'administration pour examen. Et quand la division européenne examine l'acquisition d'une entreprise de logistique de taille moyenne en difficulté comme la tienne, elle atterrit finalement sur mon bureau. Je l'ai regardé, hébété. « Ton bureau? Toi? Tu étais bibliothécaire? »« J'étais bibliothécaire parce que je voulais la paix, » a-t-elle dit, sa voix baissant en un chuchotement qui coupait plus fort qu'un cri. Je voulais une vie tranquille. Je voulais être une femme. Je voulais construire un foyer. Alors, je me suis éloigné des affaires familiales. Je t'ai laissé croire que tu étais le pourvoyeur. Je t'ai laissé croire que tu étais le plus intelligent. Je coupais des coupons parce que je voulais que nous vivions selon tes moyens, pas les miens. Je ne voulais pas t'émasculer. Elle s'est levée lentement. Elle était en chaussettes, mais elle semblait toujours me dominer. Puis elle a continué à s'approcher, envahissant mon espace personnel. Tu t'es ennuyé, tu es devenu cupide, et tu l'as amené dans notre lit. Elle a fait un geste vague vers Sophie qui dormait au rang 2. Tu as brisé le contrat, Julien. Pas l'acte de mariage, mais l'accord non écrit. Celui où je faisais semblant d'être ordinaire pour que tu puisses te sentir spécial. Qui es-tu? Ai-je demandé, ma voix craquant. Tu n'as jamais demandé, a-t-elle dit simplement. En 20 ans, tu n'as jamais demandé les noms de mes parents.
Tu n'as jamais demandé d'où venait le nom Sinclair. Tu as juste supposé que j'étais personne parce que je ne me vantais pas. Elle a tapoté un doigt sur ma poitrine. Mon grand-père était Archibald Sinclair, fondateur de Sinclair Global Shipping. Nous possédons les ports que tu utilises, Julien. Nous possédons les conteneurs dans lesquels tes marchandises voyagent. Et depuis le mois dernier, lorsque je suis revenu dans le giron familial, je suis la présidente du comité d'acquisition européen pour Omnicorp. Mes genoux ont flanché. J'ai saisi le côté de sa suite pour rester debout. Archibald Sinclair, le magnat du transport maritime, une légende de l'industrie. Tu possèdes, je possède le ciel dans lequel tu voles et l'océan sur lequel tes navires flottent, a-t-elle dit agréablement. Et je dois dire, en regardant tes finances, Sterling Freight est un désastre. Tu es surendetté. Tes marges sont faibles et franchement, le PDG est un passif. Marie, attends, ai-je balbutié, la sueur me coulant sur le visage. On peut en parler. Le divorce, j'étais sous stress. Je ne voulais pas te couper les vivres. On peut renégocier. Renégocier? Elle m'a regardé avec un amusement sincère. Julien, tu as signé les papiers. Tu as insisté sur la rupture nette. Tu voulais que je n'ai rien. Rappelle-toi, j'ai construit cette entreprise. Tu as dit que je ne méritais rien. Elle s'est rasise et a remis ses lunettes. Tu as eu ce que tu voulais, Julien. Tu as conservé 100% de ta société, ce qui est une chance. Car demain matin, à la réunion, je vais prendre plaisir à la regarder tomber à zéro. Tu ne peux pas faire ça. Regarde-moi faire, a-t-elle dit. Elle s'est tournée vers son écran. Maintenant, va aux toilettes. Tu as l'air d'être sur le point de vomir. Et s'il te plaît, ferme la porte. Je déteste le bruit des nausées. J'ai trébuché dans les petites toilettes et j'ai verrouillé la porte. Je me suis regardé dans le miroir. Ma peau était grise. Mes yeux étaient injectés de sang et terrifiés. Je venais de comprendre la vérité. Je n'avais pas divorcé d'une femme au foyer. J'avais divorcé du boss. Soudain, on a frappé à la porte. « Richie, Richie, ouvre !» C'était Sophie. J'ai besoin de faire pipi. Et après, je veux dire à cette dame d'arrêter de te regarder. J'ai fermé les yeux et j'ai glissé le long de la paroi de la minuscule salle de bain jusqu'à toucher le sol. L'avion a fait une nouvelle secousse, me remuant jusqu'au plus profond de mon être. La turbulence ne faisait que commencer. La porte de la salle de bain a cliqué et je suis sorti dans la cabine tamisée. L'air était plus frais maintenant, l'humidité aspirée par les systèmes de recyclage à haute altitude. Je me sentais nu, exposé, comme un homme marchant à l'échafaud qui aurait oublié de mettre son pantalon. « Enfin !» a grogné Sophie, me bousculant pour entrer aux toilettes. « Je croyais que tu étais mort là-dedans. » Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. J'ai traîné mes pieds jusqu'au siège 2A et je me suis effondré dans le revêtement en cuir. Ça ressemblait moins à un trône maintenant et plus à une cage. De l'autre côté de l'allée, le séparateur du 1A était toujours baissé. Marie travaillait toujours. Le doux clic-clac de ses touches était rythmique, implacable, comme le tic-tac d'un compte à rebours. J'ai fixé l'arrière de sa tête. J'ai essayé de réconcilier les deux images dans mon esprit. Image 1, pick-up. Marie dans son jogging délavé, agenouillée dans la terre de notre jardin en Normandie, plantant des tomates parce que celles du supermarché avaient le goût de l'eau. Image 2. Marie Sinclair, héritière d'une dynastie mondiale de transport maritime, démantelant le travail de ma vie sur un ordinateur portable tout en sirotant un Bordeaux millésimé. Comment avais-je pu être si aveugle? J'ai attrapé mon verre de scotch, ma main tremblant. J'ai pris une longue gorgée. La brûlure n'a rien fait pour calmer l'acidité dans mon estomac. L'alcool, au lieu de m'engourdir, semblait aiguiser ma mémoire. De petits détails des 20 dernières années, des choses que j'avais ignorées ou balayées, ont soudainement ressurgi, prenant de nouvelles significations terrifiantes.
Je me suis souvenu d'un dîner il y a 5 ans. Je me vantais d'un problème de chaîne d'approvisionnement que j'avais résolu à Anvers. J'avais mal prononcé le nom du partenaire logistique allemand. Marie m'avait doucement corrigé. C'est Hapag-Lloyd, chérie, et l'autorité portuaire ferme à 16 heures le vendredi, pas 17 heures. Je lui avais lancé un reproche devant nos invités. Tiens-toi à tes romans à l'eau de rose, Marie. Laisse les affaires aux hommes. Elle n'avait pas discuté. Elle avait juste baissé les yeux sur son assiette et esquissé ce petit sourire contraint. Je pensais que c'était de la soumission. Je réalisais maintenant que c'était de la patience. Elle n'avait pas tort. Elle était juste assez polie pour ne pas m'humilier. Elsve, ai-je réalisé en fermant les yeux. Elle savait tout. Chaque erreur que j'avais commise, chaque raccourci que j'avais pris. Elle m'avait regardé trébucher dans un bac à sable qui lui appartenait. Excusez-moi, monsieur de... J'ai sursauté. David le steward se tenait au-dessus de moi avec une serviette chaude sur un plateau en argent. Non, ai-je sifflé. Je ne veux pas de serviette. Je veux un autre scotch, un double. Je crains de ne pas pouvoir faire cela, monsieur, a dit David, sa voix polie mais d'acier. Nous limitons le service pour le reste de la nuit afin de permettre aux passagers de se reposer. Peut-être une tisane à la camomille? J'ai payé 12 000 € pour ce siège. Ai-je sifflé, mon arrogance ressurgissant comme mécanisme de défense. Si je veux un scotch, vous m'apportez un scotch. Du premier rang, le clavier s'est tu. David. La voix de Marie a traversé l'obscurité. Elle n'était pas forte, mais elle possédait une autorité absolue. Donnez-lui le verre, il en aura besoin. David a hésité, jetant un coup d'œil entre l'homme échevelé en 2A et la femme sereine en 1A. À votre souhait, mademoiselle Sinclair. J'ai senti le sang monter à mon visage. Je voulais refuser le verre maintenant, juste pour l'embêter, mais j'en avais trop besoin. Quand David a posé le verre de cristal, je l'ai saisi sans un mot. Sophie est revenue des toilettes, s'affalant sur son siège. Elle m'a regardé, puis le dossier du siège de Marie. « Pourquoi elle est toujours réveillée? » a chuchoté Sophie bruyamment. « C'est flippant, on dirait un robot. »« Dors, Sophie, » ai-je dit, en me frottant les tempes. « Je ne peux pas. Mon siège est grumeleux et il fait froid. » Sophie a retiré sa couverture. « Richie, dis-leur d'augmenter le chauffage. »« C'est un avion, Sophie. Je ne peux pas contrôler la météo. »« On va lui demander, » a raillé Sophie, pointant un doigt manucuré vers Marie. « On dirait qu'elle gère l'endroit. »« La dame !» Je me suis jeté à travers le couloir pour attraper le bras de Sophie. « Tais-toi! Ne lui parle pas! »« Lâche-moi! » Sophie a arraché son bras. Je veux juste savoir pourquoi elle nous regarde. J'ai vu son reflet dans le hublot. Elle se moque de nous, Richie. J'ai regardé dans la vitre sombre du hublot de la cabine. Je pouvais voir le reflet du siège 1A. Marie ne riait pas. Elle avait cessé de travailler et regardait le vide noir à l'extérieur. Son expression, une profonde tristesse. C'est là que j'ai compris. Elle ne me détruisait pas parce qu'elle me haïssait. Elle me détruisait parce que j'étais simplement sur son chemin. J'étais un mauvais investissement, un actif en faillite. Le lien émotionnel avait été rompu au moment où j'avais signé ces papiers. Maintenant, je n'étais que des chiffres sur un tableau. Je me suis penché en avant aussi près de l'espace que j'osais. « Marie, » ai-je chuchoté, « l'accord de non-divulgation. Tu l'as signé. Tu ne peux pas utiliser ce que tu sais de moi dans les affaires. C'est un conflit d'intérêts. » Marie ne s'est pas retournée. Elle a pris son stylo et a fait une note dans la marge de son document. « L'accord de confidentialité couvre notre vie personnelle, Julien. » Elle a dit doucement. « Il dit que je ne peux pas discuter de tes antécédents médicaux ou de tes problèmes de performance. Il n'empêche pas Omnicorp d'auditer une cible d'acquisition potentielle. Tu nous as envoyé ces états financiers volontairement. Tu es entré dans la fosse aux lions parce que tu étais trop arrogant pour vérifier qui possédait le zoo. Je vais annuler l'accord. » Ai-je menacé, même si ça sonnait creux. « J'annule la réunion. »« Tu ne peux pas, a-t-elle répondu. »
calme comme un lac gelé. Tu as un prêt relais de 2 millions d'euros à rembourser lundi. Si Omni ne te rachète pas, la banque saisit tes actifs. Tu as besoin de cette réunion, Julien. Tu as besoin de moi. Elle a éteint sa lumière de lecture. Essaie de dormir, a-t-elle ajouté. Tu as l'air fatigué et tu vas avoir besoin de tes forces pour expliquer au conseil pourquoi tu as utilisé les fonds de l'entreprise pour acheter une Porsche à ta maîtresse. J'ai gelé. La Porsche, j'avais enterré ça dans le grand livre des dépenses marketing. À quelle profondeur avait-elle creusé? Je me suis rassis dans l'obscurité, le scotch devenant aigre dans mon estomac. De l'autre côté de l'allée, Sophie dormait enfin à nouveau, ronflant doucement. J'ai fixé le plafond de l'avion, écoutant le bourdonnement des moteurs qui me portaient plus près de Londres, plus près du matin et plus près de ma ruine. L'aube s'est levée sur l'Atlantique en un trait de violet contusionné. Les lumières de la cabine se sont lentement éclaircies, simulant un lever de soleil pour réveiller doucement les riches occupants. Je n'avais pas dormi une seule seconde. Mes yeux étaient cernés de rouge. Mon costume était froissé et la barbe fonçait ma mâchoire. J'avais l'air d'avoir 10 ans de plus que lorsque j'avais embarqué à Paris. Sophie, en revanche, s'est réveillée avec un étirement et un bâillement. Elle a immédiatement attrapé sa trousse de maquillage, même comme « Bonjour, mon chou, tu as dormi? Tu as l'air crevé. »« Merci, Sophie, » ai-je marmonné, essayant de lisser mes cheveux. Le petit déjeuner a été servi. Saumon fumé, œufs brouillés à la truffe, viennoiserie fraîche. Je ne pouvais pas manger. J'ai bu 3 tasses de café noir, ma main tremblant tellement que j'ai renversé une goutte sur ma manchette blanche. Au siège 1, Marie avait l'air de sortir d'un spa. Elle avait changé pour une chemise fraîche, vert émeraude en soie. Ses cheveux étaient parfaits. Elle mangeait un bol de fruits et de yaourt, lisant un journal physique, le Financial Times. J'ai forcé pour voir le titre. Je ne pouvais pas le distinguer, mais je l'ai vu encercler quelque chose avec un stylo rouge. « Mesdames et messieurs, » la voix du commandant a crépité. Nous entamons notre descente vers Londres Heathrow. Le temps est frais, 10 degrés avec une pluie légère. Nous serons au sol dans 20 minutes. La descente était douce, mais mon estomac se soulevait à chaque perte d'altitude. Alors que les roues touchaient le tarmac avec un crissement de pneus, un sentiment de finalité s'est installé en moi. Il n'y avait pas de retour en arrière. L'avion a roulé vers un poste éloigné du terminal principal. « Pourquoi on n'est pas à une porte ?» a demandé Sophie, regardant par le hublot. « Je ne veux pas prendre de bus. »« Ce n'est pas un bus, » ai-je dit, repérant la flotte de véhicules noirs qui attendaient sur le tarmac. « C'est le service VIP. Ils nous conduisent au salon. » Une étincelle d'espoir m'a traversé l'esprit. Peut-être pourrais-je coincer Marie dans la voiture. Peut-être pourrais-je faire appel à son cœur avant d'arriver en ville. La porte de la cabine s'est ouverte. David le steward se tenait là, bloquant le couloir. « Mademoiselle Sinclair, » a dit David, s'inclinant légèrement, « votre transport est prêt. » Marie s'est levée. Elle a pris son sac Hermès Birkin. Elle n'a pas regardé Julien. Elle n'a pas dit au revoir. Elle a simplement franchi la porte. Je me suis levé pour la suivre, attrapant mon sac. « Viens, Sophie, restons près d'elle. » Monsieur Sterling, David s'est interposé devant moi, bloquant mon chemin d'un bras ferme. « Veuillez patienter. »« Pourquoi faire ?» ai-je claqué. « Je suis aussi en première classe. » Mademoiselle Sinclair a organisé un transfert privé sur le tarmac, a dit David d'un ton froid. « Le bus pour les passagers restants sera ici dans environ 5 minutes. »« Le bus ?» a hurlé Sophie. « Tu avais dit qu'il y avait des voitures. » J'ai poussé David pour regarder par la porte ouverte. Sur le trottoir mouillé, un homme en uniforme de chauffeur tenait un grand parapluie noir. Marie est descendue les escaliers. L'homme s'est incliné et ouvert la portière arrière d'une Rolls-Royce Phantom argentée et noire étincelante et l'a fait monter à l'intérieur. Une deuxième voiture, un Range Rover, s'est arrêtée derrière elle pour ses bagages. « C'est ma voiture. » ai-je marmonné de façon irrationnelle. « J'ai commandé une voiture. »
Non, monsieur, a dit David, vérifiant un clipboard. Vous avez commandé un Uber. Vous devrez passer la douane au Terminal 5 et rencontrer votre chauffeur au point de rendez-vous au niveau 2. J'ai regardé à travers la vitre striée de pluie. La Rolls-Royce s'est éloignée, glissant en douceur sur le tarmac, flanquée de 2 véhicules de sécurité. On aurait dit un cortège présidentiel. Marie était partie. C'est ridicule. Sophie a tapé du pied. Je vais écrire un commentaire. Je vais te faire virer, a-t-elle crié à David. Je l'ai attrapée par le bras, la traînant en arrière. Arrête, Sophie. Tu empirais les choses. Comment ça peut être pire? On doit prendre un bus. Nous avons attendu 10 minutes le bus navette. Il était bondé de passagers de la classe affaires. J'ai dû rester debout, agrippé à une sangle, tandis que Sophie était assise et se plaignait de l'odeur du kérosène. Quand nous avons enfin atteint le terminal, la file pour l'immigration était immense. La voie rapide était fermée pour rénovation. J'ai fait de la queue pendant 45 minutes, entouré de bébés qui pleuraient et de touristes épuisés. Chaque minute qui s'écoulait était une minute d'avance que Marie prenait sur moi. Enfin, nous avons passé la douane. Nous avons traîné nos sacs jusqu'au point de rendez-vous. La pluie tombait à verse maintenant, grise et misérable. Où est l'Uber? Sophie a frissonné, serrant sa fine veste autour d'elle. J'ai vérifié mon téléphone. Chauffeur annulé, recherche d'un nouveau chauffeur. Merde! J'ai donné un coup de pied à ma valise. Mon téléphone a vibré avec un email entrant. C'était une notification de calendrier. Rappel de réunion. Discussion d'acquisition Sterling Freight, Omnicorp. Heure. 11h aujourd'hui. Lieu. La Tour Montparnasse, niveau 56. Participants. Julien Sterling, PDG. Marie Sinclair, présidente. J'ai regardé l'heure. Il était 9h45. J'étais trempé. Je sentais l'air vicié de l'avion et la peur. J'avais 1 heure pour me rendre en ville, changer de costume et affronter la femme qui avait passé les 12 dernières heures à me regarder me défaire. Sophie, j'ai dit d'une voix neutre, prends un taxi jusqu'à l'hôtel. Je dois aller directement à la réunion. Quoi? Tu me laisses? A haleté Sophie. Mais je ne connais pas Londres, Rishi. Prends un taxi, j'ai crié, craquant finalement. Je me suis tourné et j'ai couru vers la file de taxis noirs. Laissant ma nouvelle femme debout sur le trottoir avec 3 valises et un air de choc. J'ai sauté dans un taxi. La Tour Montparnasse, ai-je aboyé au chauffeur. Et roulé à toute vitesse. Alors que le taxi rejoignait l'autoroute M4, j'ai abaissé le miroir de courtoisie. J'ai regardé mon reflet. J'ai essayé de répéter mon argumentaire. Marie, pour le bon vieux temps. Non, ça ne me marcherait pas. Mademoiselle Sinclair, examinons les synergies. J'ai ri, un son maniaque et désespéré. Il n'y avait pas de synergie. Il n'y avait que l'araignée et la mouche. Et je me précipitais actuellement vers la toile. J'ai sorti mon téléphone et ouvert le dossier Omnicorp une dernière fois. J'ai fait défiler jusqu'à la page du conseil d'administration. Je n'avais pas pris la peine de la regarder avant. J'étais trop occupé à regarder la taille du chèque. Là, en haut de la liste, se trouvait sa photo. Pas la photo floue et souriante de nos cartes de Noël. Un portrait professionnel en noir et blanc. Elle avait l'air sévère, puissante et absolument intouchable. Marie Sinclair, présidente exécutive, Opération européenne. Bio. Madame Sinclair est retournée au conglomérat familial après un congé sabbatique de 20 ans, connue pour son efficacité impitoyable dans la restructuration des actifs en difficulté. Restructuration des actifs en difficulté, ai-je lu à voix haute. Elle allait dépouiller ma société de ses éléments et j'avais le sentiment qu'elle allait me faire exactement la même chose. La montée en ascenseur jusqu'au 56e étage de la Tour Montparnasse a duré exactement 60 secondes, mais pour Julien Sterling, cela a semblé une éternité, suspendue dans le vide. Mes oreilles ont claqué à mesure que la vitesse augmentait, un rappel physique de la hauteur au-dessus de ma réelle position sociale à laquelle je m'élevais.
Je suis sorti dans le hall du siège européen d'Omnicorp. C'était une cathédrale de verre et d'acier, offrant une vue panoramique grise de Paris noyée sous la pluie. Le bureau de réception était une dalle de marbre blanc, derrière laquelle était assise une femme qui ressemblait plus à un mannequin de défilé qu'à une réceptionniste. « Monsieur Sterling », a-t-elle dit sans vérifier d'ordinateur. « Ils vous attendent dans la salle de conférence 1. » Elle ne m'a pas offert d'eau. Elle n'a pas proposé de prendre mon imperméable mouillé. J'ai décollé le tissu trempé de mes épaules, le portant comme un animal mort en marchant dans le long couloir silencieux. J'ai atteint les doubles portes vitrées. J'ai fait une pause, rattrapant mon reflet. Ma cravate était de travers. Mes yeux étaient injectés de sang. J'avais l'air d'un homme chassé pour le sport. J'ai poussé les portes. La pièce était immense. Une table suffisamment longue pour faire atterrir un petit avion dominait le centre. Assis autour d'elle se trouvaient 12 personnes, hommes et femmes, en costumes qui coûtaient plus cher que ma voiture. Ils étaient assis dans un silence absolu, des dossiers ouverts devant eux. À la tête de la table, encadrée par la fenêtre du sol au plafond, avec l'intégralité de Paris s'étalant derrière elle, était assise Marie. Elle ne portait pas les blazers doux qu'elle mettait pour les réunions de parents d'élèves. Elle portait une robe noire structurée et sévère qui ressemblait à une armure. Sur la table devant elle était posée la montre Patek Philippe, égrenant les secondes de ma carrière. « Vous êtes en retard, Monsieur Sterling », a dit Marie. Sa voix n'était pas forte, mais elle possédait une qualité acoustique qui emplissait la pièce, rebondissant sur les parois vitrées. Le trafic, la pluie, ai-je balbutié, marchant vers la seule chaise vide à l'extrémité opposée de la table. C'était une petite chaise d'apparence inconfortable, nettement plus basse que les autres. Une démonstration de pouvoir. « Asseyez-vous », a-t-elle ordonné. Je me suis assis. J'ai essayé de retrouver l'arrogance qui m'avait servi pendant 20 ans. J'ai posé mes mains sur la table. « Marie, Mademoiselle Sinclair, me suis-je corrigé, voyant les regards glacés des autres membres du conseil. Je sais que nous avons eu des antécédents personnels, mais je suis ici pour parler affaires. Sterling Freight Solutions est une mine d'or. Nous avons les racines, nous avons les contrats. Vous avez de la dette, a dit un homme avec un fort accent allemand de la droite de Marie. C'était Henri. Vous avez 17 millions d'euros de passifs à court terme. Et votre créancier principal est BNP Paribas. Nous pouvons refinancer, ai-je insisté, souvent maintenant. C'est pourquoi je suis ici, pour un investissement. Marie a pris une télécommande. Les stores du mur d'en face sont descendus, assombrissant la pièce, et un écran de projecteur s'est mis à vibrer. « Nous ne sommes pas ici pour investir, Julien, » a dit Marie. Nous sommes ici pour exécuter une saisie. Vous ne pouvez pas. J'ai 30 jours avant l'échéance de cette traite. Traite, a dit Marie. En fait, elle a cliqué sur un bouton. Un document est apparu à l'écran. Omnicorp a racheté votre dette à BNP Paribas ce matin à 9h. Nous sommes désormais votre principal créancier et, en vertu d'une clause de l'accord de prêt, spécifiquement l'article 4, paragraphe G, concernant l'instabilité de la direction, nous exigeons le remboursement immédiat du prêt. J'ai fixé l'écran. Instabilité de la direction. Je n'ai pas changé de direction. N'est-ce pas? Marie a cliqué à nouveau. Une nouvelle image est apparue. C'était une série de reçus scannés et de virements bancaires. Bénéficiaire, Sophie Miller, honoraire de conseil, montant 12 100 euros. Article. Location Porsche Cayenne, compte entreprise. Article. Voyage en première classe, non lié aux affaires. La pièce était plongée dans un silence de mort. J'ai senti l'air quitter la pièce. Vous avez licencié votre directeur financier il y a 3 mois parce qu'il a remis en question ses dépenses, a récité Marie, sa voix dépourvue d'émotion. Vous l'avez remplacé par vous-même. Vous avez détourné le capital d'exploitation de l'entreprise vers votre vie personnelle pour financer votre liaison. C'est un détournement de fonds.
Julien. C'est une violation criminelle de votre devoir fiduciaire. Je me suis levé, ma chaise raclant bruyamment le sol. C'est un coup monté. Vous faites ça parce que vous êtes en colère à cause du divorce. Je ne suis pas en colère, Julien, a dit Marie, se levant lentement. Les autres membres du conseil sont restés assis comme des juges attendant un verdict. Je suis soulagé. Si nous étions encore mariés, tes dettes devraient mes dettes. Tes crimes seraient de mon problème. Mais grâce à l'accord de rupture net que tu as insisté pour avoir, c'est entièrement ton désordre. Elle a marché le long de la table, ses talons claquant rythmiquement. Elle s'est arrêtée juste devant moi. Elle sentait le savon coûteux et la pluie froide. « Voici l'offre », a-t-elle dit, glissant une seule feuille de papier vers moi. J'ai regardé. Prix d'achat, 1 euro. 1 euro. J'ai étouffé un rire. Vous plaisantez. 1 euro pour 100% du capital, a clarifié Marie. En échange, Omnicorp assume la dette de l'entreprise. Nous ne porterons pas plainte pour détournement de fonds, à condition que vous signiez un accord de non-concurrence qui vous interdit l'industrie de la logistique pendant 10 ans et que vous démissionniez immédiatement. Et si je refuse? Alors nous exigeons le remboursement intégral du prêt aujourd'hui, a dit Marie doucement. Vous serez en faillite au coucher du soleil. Les experts comptables de C.S. Francis Lefebvre sont déjà dans le hall. Ils sont prêts à déposer le rapport de police pour les fonds volés utilisés pour la voiture de Mademoiselle Miller. Vous irez en prison. J'ai regardé le papier, j'ai regardé la porte, j'ai regardé Marie, j'ai vu la femme qui avait lavé mes chaussettes, la femme qui m'avait soigné quand j'avais la grippe, la femme que j'avais appelée ennuyeuse parce qu'elle n'aimait pas faire la fade. Elle avait été la seule chose qui maintenait ma vie chaotique et frauduleuse ensemble, et je l'avais jetée. Est-ce que Sophie sait? Ai-je chuchoté. J'imagine qu'elle est en train de le découvrir à l'instant même, a dit Marie, jetant un coup d'œil à sa montre. J'ai fait annuler les cartes de crédit de l'entreprise il y a 10 minutes. Elle a probablement du mal à s'enregistrer à l'hôtel. J'ai pris le stylo. C'était un Mont Blanc lourd et cher. Il appartenait à la société que j'étais sur le point de perdre. J'ai signé mon héritage. J'ai signé ma fierté. J'ai signé mon avenir. Merci, a dit Marie, prenant le papier avant même que l'encre ne soit sèche. Henri va vous raccompagner. La sécurité vous escortera jusqu'au hall. Ne retournez pas au bureau à Paris. Vos effets personnels vous seront envoyés dans une boîte. Je me suis tourné pour partir. Je me sentais étourdi, vidé. J'ai atteint les portes vitrées et je me suis arrêté. Marie, ai-je dit, sans me retourner. Tu m'as déjà aimé? Il y a eu un long silence. Je me suis retourné pour la regarder une dernière fois. Elle était de nouveau debout à la fenêtre, regardant la ville. Elle maîtrisait la lumière grise, encadrant sa silhouette. « J'ai aimé l'homme que je pensais que tu étais, Julien », a-t-elle dit, le dos tourné vers moi. Mais j'ai réalisé dans cet avion que j'étais juste amoureuse de ma propre patience. Et ma patience vient de s'épuiser. Henri a ouvert la porte. « Monsieur Sterling, par ici. » Je suis sorti, j'ai pris l'ascenseur, descendant 72 étages. Je suis sorti sous la pluie de Londres. J'ai sorti mon téléphone. 7 appels manqués de Sophie. Texte. La carte a été refusée. Richie, où es-tu? Je rentre à la maison. C'est nul. J'ai rangé mon téléphone dans ma poche. Je n'avais plus d'argent pour un taxi. Je n'avais plus d'entreprise. Je n'avais plus de femme. J'ai ajusté mon col, boutonné mon manteau mouillé et j'ai commencé la longue marche vers la station de métro. J'étais enfin un homme autodidacte, car je m'étais défait pièce par pièce. J'avais tout construit et tout détruit. Que voulez-vous que je vous dise? C'est ça la vie. Rien n'est évident, rien n'est parfait, mais c'est la mienne.